Bonjour et bienvenue, merci à tous d'être là, que ce soit dans la salle ou derrière un écran, pour cette table ronde qui sera consacrée au livre blanc Innovation, bâtiments, villes et territoires durables, nouveaux usages et modèles économiques. Voilà pour son titre complet, un concentré de solutions pour les territoires de demain. Voilà pour son sous-titre qui résume bien la démarche de la Smart Buildings Alliance et de Finance Innovation. Ce livre blanc, c'est le fruit d'un travail collaboratif, plus de 160 professionnels du développement durable, de la finance, du bâtiment, des visions, des expertises qui seront partagées ici avec les 5 intervenants qui se trouvent présents autour de moi. Tout d'abord Emmanuel François, bonjour à vous, vous êtes le président de la Smart Buildings Alliance. De l'autre côté, enfin à votre gauche, on commence par Déborah Gage. Bonjour à vous également. Vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life Asset Managers. Merci d'être là. Ronan Guélec, directeur en charge des activités conseil pour les secteurs de la santé et du logement chez CGI Business Consulting. Pour compléter cette table ronde, Philippe Kéréniard, responsable innovation, architecture transverse et gouvernance de la donnée chez Bouygues Télécom. Et puis Pierre Schauffler, président de SN Partners. Merci à tous donc d'être là et je vais donner la parole pour commencer à Emmanuel François. Tout simplement le mot d'introduction avant de rentrer dans le détail de ce livre blanc. Bien, écoutez, merci pour cette introduction. Je suis très heureux qu'on ait pu enfin réaliser cette conférence de presse parce que ce livre blanc, c'est une œuvre qui fait date et je pense qu'il faut marquer le coup. Nous avons eu l'idée avec Joël Durieux il y a plus d'1 an et demi de faire un livre blanc pour accompagner cette transition numérique autour du bâtiment et de la ville durable, avec cette certitude que le numérique changeait complètement les usages et changeait également les modèles. L'année 2020, année inédite, a précipité ces transitions. Et aujourd'hui, on se rend compte, bien entendu, qu'on ne travaille plus comme avant, on ne soigne plus comme avant, on n'enseigne plus comme avant. Toutes les activités humaines sont en train de changer. Et c'est irrémédiable. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et donc aujourd'hui, ce livre blanc est complètement d'actualité car il est là pour éclairer tous les acteurs sur cette nouvelle voie qu'ils doivent prendre maintenant. Donc livre blanc, page blanche qui est en train de s'écrire, on le comprend. Alors pour rebondir sur vos propos, je vais commencer par donner la parole à Pierre Schauffler. Comment on adapte tout ce qui est en train de changer en ce moment dans le domaine de l'immobilier ? Eh bien, la révolution digitale dans l'immobilier, c'est effectivement quelque chose d'inéluctable, comme tu l'as dit, et c'est quelque chose qui a démarré dans les années 80. Les PropTech 1.0, c'est le début des années 80, mais l'accélération est très forte depuis quelques années parce que nous avons à la fois la combinaison d'une collecte de données massive permise par l'Internet des objets, et puis le déploiement d'intelligence artificielle qui permet de traiter ces données-là. Alors cette révolution digitale, elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est la digitalisation de l'immeuble lui-même, avec les capteurs. La deuxième étape, c'est l'implication de l'usager, c'est-à-dire que la digitalisation va jusqu'aux usages et jusqu'aux usagers. La troisième étape, c'est la mise en réseau de l'immeuble à l'intérieur de la ville. Et nous aboutissons donc progressivement au concept de Smart City en passant du concept de Smart Building. Alors, cette digitalisation, elle est en relation avec la ville durable de plusieurs façons. D'abord, elle rend la ville plus durable parce que mieux gérer les flux, mieux gérer l'énergie, c'est permettre de rendre le système plus sobre, plus économe et donc plus durable. Mais pas uniquement dans son exploitation, mais également dans sa conception et dans sa construction, parce que le double digital de l'immeuble, par exemple, le BIM, le fameux BIM, Building Information Modeling, permet d'éviter d'avoir des surcoûts de construction. En fait, ça rend la construction plus économe et plus productive, de l'ordre de 20 à 30%. Donc la digitalisation aide à la fois à la conception des immeubles, à la conception de la ville, et également à son exploitation, et la rend du coup plus durable, plus économe et donc plus agréable à vivre pour l'usager. Bon, on va détailler tout ça dans cette table ronde. Je vais donner la parole également à Déborah Gage.
Pardon. Isabelle. Isabelle Gad, oui. Non, c'est Ah, juste Béatrice, oui, donc Béatrice en voilà. plus, du coup. Si non, du on coup. mélange les prénoms, on va y arriver. Béatrice Gad, c'est donc vous. Bon, ça, on ne s'est pas trompé, c'est bien vous. Tout simplement, comment on met en place tout cela côté investisseur, l'ambition de ce livre blanc, selon vous, en 2 minutes. Alors, l'ambition est grande, hein, comme l'a dit Emmanuel. C'est un projet qui est collaboratif. On a été 200 autour de la table. Il y a effectivement 60 domaines d'investissement prioritaires qui ont été identifiés. Alors là, je parle de l'investisseur, mais pas seulement de l'investisseur, hein. Je pense que je peux aussi parler au nom des différents experts qui étaient autour de la table. L'idée, c'était de contribuer avec des expertises différentes, des backgrounds aussi différents, des contraintes, qu'on soit investisseur ou non investisseur, parce qu'il y avait aussi des grands utilisateurs, il y avait aussi des grands opérateurs, il y avait des promoteurs, il y avait aussi des proptech autour de la table. Donc, on était tous avec des contraintes particulières, la transition numérique, la transition écologique. Et l'idée, c'était de faire ensemble. Et faire ensemble à un moment particulier, puisqu'en fait, le livre blanc a été pensé avant la crise sanitaire et que finalement, on a eu la crise sanitaire qui a été probablement une césure aussi pour repenser le livre blanc et j'allais dire avoir une approche à la fois idéaliste. Je pense que ça a été un petit peu touché du doigt à la fois par Emmanuel et avec Pierre sur les grands enjeux de société et pour faire que finalement l'horizon qu'on envisageait pour une société, une ville plus ouverte, plus inclusive et plus durable faisait que cet horizon était aujourd'hui possible. Et il était possible grâce à l'innovation. Et quand on parle de l'innovation, c'est vrai que quand on regarde étymologiquement, moi j'aime beaucoup faire ça, innovation ça vient de novare, ça veut dire en gros apporter du nouveau à quelque chose d'existant. Et quand Pierre et Emmanuel ont évoqué par exemple évidemment le smart building et la smart city, eh ben, on part de quelque chose qui est existant et qui va se renouveler et se renouveler dans un processus de destruction créatrice. Donc tout ça pour dire qu'on était un peu tous ensemble avec cette ambition de faire que l'innovation allait aussi transformer, parce qu'innovation va aussi avec transformation, à la fois du bâtiment, à la fois de la ville et à la fois du territoire, parce que l'objectif, et c'est aussi de proposer des solutions pour que tous ces objets soient interconnectés, mais aussi aient leur propre maillage et leur propre intelligence. Voilà. Emmanuel François, ces innovations, elles sont portées par des startups et donc forcément, c'est un suivi, il faut les accompagner aussi pour accompagner ce mouvement global. Alors c'est clair que c'est beaucoup les startups qui sont à l'origine de cette innovation. Ceci étant, les startups ne peuvent pas elles-mêmes innover sans un marché et sans des acteurs qui vont adhérer à ces innovations. Donc en fait, c'est à la fois un croisement entre des grands groupes, des grands acteurs et des startups pour justement concrétiser cette innovation. Et là, on reviendra sans doute dessus, mais j'insiste sur la nécessité d'être dans une démarche de partage, de collaboration et de coopétition. On n'est pas sur une start-up qui, quand elle va grandir, sera acquise par un grand groupe et digérée. Aujourd'hui, c'est un vieux modèle. Ouais. Le modèle d'aujourd'hui, c'est effectivement d'avoir des start-up qui grandissent et qui innervent l'ensemble des acteurs pour cette innovation. Alors, on va poursuivre avec vous, Ronan Guélec, sur les questions de santé, de logement. Justement, alors, 2 minutes avec une question compliquée, ça va être votre premier challenge. Comment on passe de l'imaginaire, de ce qu'on imagine autour d'une table à 150-200 personnes, à la réalité, à concrétiser petit à petit certains projets sur la santé, sur le logement, dans ce contexte-là. Alors votre question tombe bien, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous dire au démarrage. Voilà. En fait, tout ce qu'on a vu au préalable, c'est un petit peu une révolution qui est en train de se passer. C'est ce que ce livre blanc aussi illustre bien. Et on va vers de l'utopie réaliste. Alors c'est pas un slogan de syndicalisme étudiant, c'est l'utopie réaliste. Et pour atteindre cette utopie réaliste, il faut transformer. La transformation, elle est au bout. Donc transformer des usages, transformer la donnée aussi au service de ces usages,
Et ça veut dire qu'entre les deux, il y a des transitions à gérer. Transition sociale, transition économique, transition écologique, transition peut-être même politique. Donc je pense que demain, comme on l'a dit à l'instant, sera très différent de hier forcément, et l'aujourd'hui sert à préparer demain, et on ne peut plus revenir dans le passé. Voilà, ça c'est un premier élément. Donc pour être dans l'imagination, il faut aussi avoir les pieds bien ancrés dans la réalité, et les pieds bien ancrés dans la réalité, c'est de valoriser au maximum tout ce qui se fait partout, comme innovation, comme prototypes qui peuvent être industrialisés, et donc c'est tout le sens de ce qu'on appelle l'utopie réaliste, c'est d'arriver à un but réel en privilégiant quelques idées un peu innovantes. Très bien, on fait circuler la parole avec vous, Philippe Kérignard, également, sur votre vision des smart cities. Quel type de technologie on doit forcément y trouver, ou il faut en tout cas faire en sorte qu'elle s'y trouve? Alors, vaste question. Oui, c'est pour ça, c'est le petit challenge du on a évoqué les technologies autour du smart building, où finalement, si on a une vue un petit peu fractale, finalement, une smart city, c'est un smart building version XXL. Il y a des flux de personnes, il y a des systèmes techniques, etc. Donc, on parlait de BIM, d'IoT. Je pense que on est tous aussi dans des démarches de décarbonation. On parlait beaucoup de technologie, et tout d'un coup, on a tendance à vouloir dire finalement on ne veut plus de technologie, il y a trop de technologie. Et je pense qu'il faut avoir cet usage raisonné de la technologie. Ce n'est pas que de l'IA qui fait de la reconnaissance faciale pour faire du social credit. C'est aussi de l'IA qui fait du generative design pour créer des bâtiments qui optimisent un nombre de paramètres extrêmement important qui va au-delà de ce que pourraient faire quelques êtres humains pour favoriser l'exposition au soleil, le rendement énergétique, la qualité de vie. Donc je pense qu'il y a toujours ce verre à moitié plein, à moitié vide. Donc toutes les technologies sont nécessaires. Il faut juste qu'il y ait les compétences, et ça c'est peut-être l'enjeu justement dans les villes, pour savoir quelle est la technologie la mieux adaptée pour ce type d'usage. Ce n'est pas la peine de mettre de la 5G pour récupérer une température une fois par jour. Et on ne va pas utiliser une technologie LoRa pour transférer une vidéosurveillance à très haut débit, en très haute qualité. Donc je pense qu'il y a ces compétences qu'il va falloir, et ça pour moi c'est le gros enjeu des villes, ces compétences, il va falloir qu'elles gèrent tout ce qui est data privée. Je ne parle pas de data personnelle, c'est des data qui appartiennent à des bâtiments privés, des data personnelles de leurs citoyens, des data complètement ouvertes, qui est cette gouvernance de la donnée, qui a le droit d'utiliser quoi, dans quelles conditions. Ce sont des compétences, ce sont des outils, c'est des choses aujourd'hui qui sont naissantes. On parlait d'énormément de data, il va falloir faire extrêmement attention. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur les smart cities, on parle des GAFA, on parle des BATX, il ne faut pas oublier non plus en Chine, l'équivalent des GAFA. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment avoir cet usage et ces technologies, ces usages raisonnés de chaque technologie à son bon endroit. Le deuxième, et ça, sur la partie décarbonation, dans les écoles d'ingénieurs ou de commerce, on est tous formés à trouver la qualité de la solution la meilleure à un coût le plus faible. Je pense qu'il va falloir que nos logiciels fonctionnent un petit peu différemment, où il va falloir rajouter au dénominateur l'empreinte carbone. Ça, on n'a pas des réflexes, on n'a pas encore les outils qui permettent de calculer facilement, même si on est tous conscients, on fait tous des efforts dans ce sens-là. Et le dernier point, je pense qu'on voit toute cette complexité. On a vu, je trouve que c'était extrêmement illustratif, et il y a des exemples très concrets dans les livres blancs, on parle d'infrastructures modulables. On a vu à un moment, il fallait mettre des pistes cyclables et transformer des routes en pistes cyclables. Ça a créé un peu de bouchons, ça a créé aussi des accidents. Et autant, on parlait de BIM, donc vraiment le modèle, le jumeau numérique du building, c'est pas péjoratif, mais quelque chose de mort, d'accord, c'est un modèle. Après, il y a toute la partie intelligence qui se sert de ce modèle pour le rendre vivant. Et je pense qu'au niveau de la Smart City, alors le BIM est assez récent, le CIM, donc son équivalent pour la partie City, est complètement naissant. La région Île-de-France travaille énormément sur ces sujets-là. Mais donc ça, c'est la première étape, il va falloir le faire. Au-dessus, pouvoir avoir les outils de simulation qui permettent d'aider, parce que c'est des choses très complexes, qui vont permettre d'aider, on va dire,
la gouvernance, mais dans le sens politique du terme, se dire, voilà, si je mets une université avec 10 000 étudiants là, c'est quoi l'impact sur les bouchons, c'est quoi l'impact sur les transports? Si je mets une piste cyclable à la place de 2 voies, qu'est-ce qui se passe? Si je mets d'éclairage ici, quel est l'impact? Donc en fait, on voit que l'impact du bruit, comment aujourd'hui on se dit, tiens, dans 20 ans, aujourd'hui il y a des modèles qui peuvent dire, dans 20 ans, je pense qu'il y aura 15% de voitures électriques, quel est l'impact sur le bruit? Des voitures autonomes, il y aura moins de voitures. Donc, et on voit que les décisions politiques sont de plus en plus difficiles, surtout il y a cette inadéquation entre le temps long de la ville et de la construction. C'est-à-dire, Haussmann, c'est toujours à Paris, hein, et la 5G qui arrive et qui change tous les 10 ans de 3G, 4G, 5G, etc. Et les réseaux, quel que soit le réseau. Donc gérer ces temps longs et ces temps courts, plus toute cette complexité, tous ces réseaux électriques, télécoms, commandes de chaleur, etc., c'est très complexe. Et je pense qu'il va falloir que les villes montent en compétences avec des profils qui ne sont pas encore présents dans les villes. Alors on le voit, ce livre blanc pose de nombreuses questions liées à l'actualité. On va s'arrêter sur quelques-unes d'entre elles, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire tout le livre blanc en entier. Emmanuel François, vous confirmez, je pense. Et avec vous, peut-être sur la place des startups dans cette redéfinition, vous l'avez un peu évoqué, mais justement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place de nouveau, hein? On parle de livre blanc, ça m'a fait penser à page blanche parce que vous dites qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc voilà, comment imaginer cette mise en place et cet accompagnement des startups qui vont apporter toutes ces solutions très, très concrètes? C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à avoir cette approche de la page blanche. C'est fondamental. Il faut regarder le monde de demain avec des lunettes de demain et non pas d'hier. Donc en fait, il faut, comme le disait Ronan, il faut laisser libre cours à son imagination en écoutant ce que les nouvelles technologies nous permettent et aussi les évolutions d'usage. Et donc, ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut préconiser, c'est justement une expérimentation grandeur nature de ces écosystèmes sur des territoires, en mettant ensemble des startups qui vont venir justement permettre cette expérimentation avec des grands groupes. Et là, il faut, je dirais, accepter toute entorse à la réglementation, à la législation. Parce que si on reste effectivement sur les silos, sur les règles du XXe siècle, on n'y arrivera pas. Et donc là, ça veut dire, c'est un sujet, c'est une décision politique. Ouais. Également. Si on ne fait pas ça, c'est d'autres qui le feront. Et donc, qui viendront avec des startups qui ne seront plus des startups, qui seront des licornes. Et on aura manqué le rendez-vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce livre blanc est excessivement important, parce qu'il est là pour dire aux startups, il faut y aller, dire aux grands groupes, travailler avec les startups, et dire aux politiques, accepter une remise en cause complète de tous les systèmes, de tous nos modèles. Béatrice Gage, justement, alors je rappelle que vous êtes directrice de la recherche et de l'innovation chez Sims Life Asset Managers. Qu'est-ce qui doit changer justement? Qu'est-ce qui est en train de changer pour accompagner quand on investit ce que dit Emmanuel François sur la start-up qui doit rester start-up, pas forcément se faire manger par un gros déjà existant? Alors avant de répondre directement, je voudrais juste commenter quelques réflexions qui ont été faites autour de la table. Alors moi, c'est vrai que je trouve déjà il faut abolir le mot de start-up. Parce que référentiel, encore une fois, ça fait start-up, ça fait qui démarre. Oui. Et je préfère utiliser le mot de PropTech parce que du coup, ça quand même cible sur une expertise donc à la fois technologique et du coup immobilière. Ouais. Donc je pense que ça, c'est ce qu'il faut, voilà, c'est ce qui doit faire finalement foi dans le discours aussi militant qu'on peut avoir, c'est uniquement de parler de PropTech. Après, on a parlé du changement d'usage, etc. Il s'est trouvé que la crise sanitaire a fait qu'on a dû, dans certains cas, changer l'usage de manière, j'allais dire, immédiate et brutale. Et quand on a parlé du BIM, c'est vrai que, par exemple, pour ne citer qu'un exemple qui est celui de la PHP, hein, des hôpitaux, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, visiblement, quand ils ont dû transformer un service de cardio pour accueillir des patients Covid, etc., ils ont utilisé
une PropTech, d'accord, pour repenser finalement l'organisation de leurs services. Donc ça, c'est quand même un changement qui est majeur. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la PropTech, à la différence, par exemple, des grands labs qui existent chez les grands opérateurs, la PropTech, elle a un savoir-faire. Et elle a un savoir-faire qui est beaucoup plus global de ce qu'on imagine, parce que d'abord, les équipes sont souvent interdisciplinaires, et je préfère le mot de interdisciplinarité au mot de multidisciplinarité, puisque comme tu l'évoquais, Emmanuel, ça permet en fait de travailler ensemble avec des compétences différentes, mais sur des champs qui sont totalement imbriqués. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, elles ont une expertise et elles ont aussi un pool d'expériences très différentes, parce qu'elles peuvent travailler avec un investisseur, Swiss Life par exemple, elles peuvent travailler avec un autre investisseur qui a un cahier des charges différent par exemple que le nôtre, elle peut travailler avec un promoteur, avec un grand opérateur, et du coup, cette PropTech est chargée d'expérience et elle a enrichi à la fois son carnet de commandes et aussi son expertise. Donc, elle bénéficie d'une certaine manière en se confrontant finalement à la demande des utilisateurs, des investisseurs, des promoteurs. Elle a une offre qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait tout simplement l'imaginer en étant chez un investisseur, dans notre lab, avec notre propre équipe, par exemple, de R&T. Donc, voilà pourquoi, finalement, la PropTech est riche en termes d'expérience, parce qu'elle a un savoir-faire, et elle a un savoir-faire qui est démultiplié par ses interactions qu'elle a au quotidien avec les différents acteurs de la place. Après, c'est la vérité qu'on a, je pense tous autour de la table, dans l'industrie, on a des profils très différents, mais on a une mission qui est d'accompagner ces PropTech, puisqu'elles ont des phases de développement qui sont assez différentes, de les accompagner dans leur processus de développement, mais aussi pour leur ouvrir des portes chez des concurrents, pourquoi pas, en leur préconisant aussi notre expérience. Encore une fois, les personnes qui travaillent au sein de ces PropTech, ce sont souvent, donc je l'ai dit, des équipes interdisciplinaires, des ingénieurs avec un savoir-faire extrêmement important. Pierre a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, de deep learning, etc. Donc c'est vrai que sur certains champs, il n'y a pas comparaison, ce sont eux les experts. Mais sur le champ immobilier, ils ne savent pas tout. Et du coup, c'est aussi en se confrontant aux équipes et sur les différents métiers de la chaîne de valeur que du coup, là aussi, ils grandissent et ils bénéficient d'une certaine manière d'économies d'échelle en étant confrontés à la réalité de celle d'un investisseur, celle d'un promoteur ou celle d'un utilisateur. Donc en fait, je pense qu'il y a ce côté va-et-vient entre les PropTech et j'allais dire leur écosystème et le nôtre. Alors, effectivement, Emmanuel a parlé des écosystèmes pour faire finalement un espèce d'écosystème un peu générique. Et je voudrais revenir sur ce que Philippe a dit, c'est qu'en travaillant ensemble avec les PropTech, quelque part, on change un peu de paradigme. C'est-à-dire qu'on était souvent dans un paradigme qui était technocentré, avant probablement la crise sanitaire, celui des PropTech, celui des labs au sein des entités, celle de l'investisseur, des promoteurs, etc. Et finalement là, on change de paradigme, d'un paradigme technocentré vers un paradigme humano-centré, où on l'a bien compris, la technique, et ce n'était pas le cas, je pense, dans l'esprit de tout le monde. Alors, nous, on en était convaincus quand on fait le livre blanc, mais ce n'était peut-être probablement pas l'approche qu'avait tout le monde de la tech d'une manière générale, de la PropTech en particulier. Je pense que là, il y a un véritable entendement que la PropTech, elle est au service de l'usage et au service finalement de l'industrie dans son ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle je dis effectivement on est plus humano-centré et je pense que tous les acteurs, je suis un peu bavarde mais je vais finir, mais tous les acteurs de l'industrie immobilière, donc petits et grands, qu'on parle des SCPI, qu'on parle des foncières cotées, qu'on parle des investisseurs institutionnels, tout le monde dans la chaîne de valeur a compris qu'en ajoutant une brique PropTech, on pouvait changer l'usage beaucoup plus facilement et on pouvait finalement travailler de manière beaucoup plus efficace et en plus pour le bien commun. Voilà.
Parfait, c'est très concret. Merci, merci à vous. Je vais donner la parole maintenant en fait, sur vraiment les innovations technologiques. On va faire nouveau chapitre, on va dire, sur l'intelligence artificielle embarquée, l'objet connecté, cette mise en place très concrète. Peut-être commencer avec vous, Ronan Gallec, c'est vraiment les choses qu'on peut déjà imaginer très vite en place, qui sont dans le livre blanc et peut-être bientôt dans nos villes. Oui, alors effectivement, sur le livre blanc, on a eu beaucoup d'échanges avec les experts qui ont apporté beaucoup d'idées et le sujet, ça a été justement de les organiser, les structurer et de faire en sorte qu'on ait quelque chose aussi de très concret à proposer. Tout ce qu'on se dit là, il y a aussi un sous-jacent, là aussi un petit peu révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on a des grands risques, des grands problèmes, pandémie mondiale, chômage de masse, précarité du logement qui s'applique à beaucoup de gens. Et fondamentalement, ce qu'on se rend compte, c'est que face à les réponses ne seront pas massives et collectives. Elles seront dans la personnalisation, elles vont dans la simplification des services, parce que les usages de vous et moi vont devenir complètement différents. Je vous prends 3 exemples. Aujourd'hui, dans la santé, on va voir son médecin ou son spécialiste, pas simplement parce qu'on a une pathologie à traiter, mais parce qu'on attend des services en termes de médecine prédictive, de médecine préventive. On va attendre d'aller plus vite, d'aller plus fort et d'être le plus précis sur son symptôme, par exemple. Et c'est là où on voit effectivement que les innovations se développent. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous allez attendre d'un conseiller augmenté, qu'il soit humain ou d'ailleurs un peu digitalisé, qui puisse vous trouver un marché caché, qui puisse valoriser une offre sur un territoire. Et donc, là aussi, on va avoir, alors je ne sais pas, les emplois tech, peut-être, qui vont aider à valoriser l'écosystème, permettant justement d'aboutir à ce résultat, cette demande. Donc c'est là bien où le sens précède les technologies. Ça, c'est très important. Donc les usages souhaités déterminent les technologies. Et le 3e sujet sur le logement, qui, je pense, va rattraper un petit peu le mouvement, qui était encore un petit peu derrière. Eh ben, aujourd'hui, par exemple, on peut en 3 minutes déposer une demande d'offre de logement compte tenu de ses revenus. Là aussi, c'est une vraie révolution avec les droits de réservation, non plus en stock mais en flux, liés à la loi Elan de 2018. Donc on avance très fortement dans ce sujet-là. Maintenant, la question, c'est comment arriver à structurer, à réguler et à trouver une logique d'ensemble, parce que nous sommes des êtres connectés, ça c'est sûr. Sociables, c'est un peu moins sûr, pour certains d'entre nous en tous les cas. Socialisés, évidemment. Et ça nécessite, là encore, à nouveau beaucoup d'innovation, mais aussi d'industrialisation de pratiques, pour ne pas se laisser dépasser par d'autres, parce que c'est un enjeu aussi de souveraineté industrielle. Ouais. Pierre Schoeffler, sur les 2-3 innovations technologiques majeures, qu'est-ce qui vous semble le plus important de mettre en avant ? Alors je pense que l'application de l'intelligence artificielle aux données massives a permis une amélioration fondamentale de la transparence du marché. La transparence du marché immobilier, à la fois dans la façon dont les objets sont transactés et dans la façon dont la compréhension de la formation des prix, l'explication. Les systèmes automatiques de valorisation aujourd'hui, les systèmes de plus en plus sophistiqués de transactions avec la blockchain permettent également de fluidifier le marché et de rendre ce marché qui traditionnellement est très conservateur. L'immobilier est un milieu très conservateur et les innovations ne se développent pas tellement au sein des grands groupes. C'est assez intéressant l'exemple que tu prenais de la disruption à cause de la crise sanitaire. On a bien vu que la solution est venue de Pfizer et de NBiotech, c'est-à-dire de la réunion d'une petite d'une start-up, d'une biotech et d'un grand groupe. Eh bien, c'est là la solution également vers laquelle nous allons dans le futur, c'est-à-dire qu'un investisseur institutionnel qui a un portefeuille très diversifié d'immobilier a besoin de systèmes de valorisation qui soient quasiment automatiques de son portefeuille. Donc là, sur la valorisation, je pense et sur la transaction, ça a été massif. Après, la deuxième grande innovation que je vois, c'est sur l'exploitation de l'immeuble lui-même. Là également, le fait que nous ayons été confinés fait que quelque part il fallait gérer les immeubles vraiment à distance et surtout les opérer non seulement en termes de facility management, mais en termes de property management, donc de relations avec l'usager. Donc là, on a eu une démonstration par l'évidence qu'il fallait développer les systèmes automatisés, digitalisés de gestion des immeubles et de gestion des locataires. Ah, ça me semble
une évaluation. Alors le troisième, c'est peut-être dans le financement de l'immobilier, la façon dont l'immobilier se finance. Là, c'est peut-être moins technologique, mais les plateformes digitales permettent des idées originales pour financer l'immobilier. Je retiendrai juste une que j'avais trouvée assez rigolote, et je reviendrai un tout petit peu sur le pôle de compétitivité, finance, innovation après et son utilité. Il faut un apport, vous savez, personnel pour acheter un logement. Oui, bon, avant il n'en fallait pas beaucoup, maintenant il en faut 10 à 15%. Et il y avait une plateforme qui s'est faite labelliser par le pôle, qui permettait à cette personne qui cherchait, qui n'avait pas l'apport, qui faisait appel à ses voisins futurs pour faire l'apport de 10 à 15%. En leur disant, écoutez, je serai peut-être votre voisin, aidez-moi à l'apport, je vous rembourserai bien évidemment, mais on va faire connaissance, je vais expliquer qui je suis et en quoi je pourrais contribuer à la vie de quartier, à l'enrichissement social, voilà. Un entretien d'embauche pour l'immeuble. Un entretien d'embauche pour l'immeuble, donc prêtez-moi les 10% d'apport que j'apporterai à la banque. Je ne peux pas le trouver auprès d'une banque. Et puis voilà, et puis nous allons nouer des relations étroites. Je trouve c'est très amusant. Un mot sur Finance Innovation et l'écosystème dont a parlé Emmanuel et Béatrice. Finance Innovation joue un rôle clé là-dedans. Parce que lorsqu'on a démarré le pôle de compétitivité en 2007, l'immobilier, ce n'était pas évident que ce soit une des filières du pôle. J'y étais à la réunion où on a démarré en 2007 à Paris Europlace les différentes filières. Et il a fallu, avec Guy Marty, qu'on convainque vraiment les gens d'Europlace de l'utilité d'une filière immobilière. L'immobilier était vu comme quelque chose de très vieillot, de très conservateur et de toute façon qu'on ne pouvait sans doute pas transformer ou pas transformable. Donc voilà, on les laissait dans son coin. Et on a essayé de les convaincre que c'était au contraire là que les choses allaient se faire. Et ça a marché. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir, en tant que petit chef d'entreprise, d'être labellisé comme le premier projet immobilier de la plateforme. J'ai labellisé le projet Imorisque, qui à l'époque était un projet de construction de dérivés pour gérer le risque de marché des investissements immobiliers. Ouais. Voilà. Donc, ce pôle de compétitivité est très utile. Il y a eu plus de 70 PropTech labellisés. Il permet de faire le lien entre les PropTech et l'industrie elle-même. Il donne un label à ces PropTech, disons, de qualité. Et, les gens du jury améliorent ou contribuent à améliorer le business model des PropTech à la marge, mais surtout ils apportent leur réseau, leur connaissance du marché, que ces gens n'ont pas forcément, parce qu'ils viennent d'univers différents. Donc ils enrichissent par l'expérience. Et le cas échéant, ils mettent en relation avec le financement. La faiblesse quand même en France qu'il faut souligner, c'est la faiblesse du capital risque, qui est inhérente au fait que nous n'avons pas de fonds de pension en France. Et donc le capital risque est faible. Et le financement des PropTech est faible, comparé à l'Angleterre. Mais bon, il existe quand même. Et on essaye d'y contribuer autant qu'on peut. Philippe Kérignard, Bouygues Télécom, pour les innovations technologiques, même question pour qu'est-ce qui vous semble prioritaire, l'impact de l'intelligence artificielle embarquée notamment, qu'est-ce qui vous semble prioritaire? Alors, en fait, je pense qu'il n'y a pas de techno prioritaire, en fait. Je pense que chaque techno, comme je l'ai dit tout à l'heure, a son rôle à jouer, plus ou moins important. Moi, je pense que ce qui va faire une rupture dans le futur, c'est plus la partie des usages et la partie sociale. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que toutes les pièces du puzzle sont sur la table, mais elles sont un peu en bazar et on ne voit pas la big picture. Mais on voit bien que la partie des voitures autonomes qui arriveront peut-être, alors je ne parle pas des voitures personnelles, mais plutôt peut-être dans 15 ans, je ne sais pas. Ça, je pense que ça va avoir, s'il y a une technologie, je pense que ça va avoir un impact domino assez important. Plus de garages, plus de parking, beaucoup d'intelligence artificielle pour faire pour changer comment on dit, c'est pas modulable, c'est les transports mixtes. Enfin, modulaire. Mais merci, modulaire. Oui. C'est pas modulable, c'est modulaire. Donc ça veut dire que derrière, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de l'IoT qui remonte les informations, des grosses plateformes. En fait, quand on parle
voiture autonome, quelque part, derrière, il y a un effet domino qui est assez incroyable, même au niveau des infrastructures, etc. Il va y avoir, et là je trouve que la crise sanitaire est révélatrice et accélératrice de beaucoup de choses. Il y avait déjà des échanges entre les gens, il y en a de plus en plus, entre des gens qui ne se connaissent pas. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de la confiance. On parlait de blockchain, c'est un des outils, ce n'est pas le seul. Et donc on voit que la partie blockchain, la partie energy harvesting, la partie smart grid, la partie big data, la partie IA, tout ça existe. Le bâtiment, il est intelligent, la ville commence à être intelligente, ils ne se parlent pas encore. Et donc je pense que les grosses révolutions, finalement, ça ne sera pas des nouvelles technologies, ça sera les gens qui seront capables d'avoir une vision systémique et de mettre la glu et de faire parler comment ces différents systèmes techniques et ces différentes technologies pour les mettre, pour décupler leurs forces finalement et les mettre à la disposition d'un usage pour transformer finalement le social. Donc en fait, ce n'est pas tellement les technologies, c'est vraiment cette agrégation de manière intelligente. Ça demande une culture technologique très large. En fait, mon inquiétude, ce n'est pas tellement la technologie, etc. C'est la capacité des villes à avoir cette compétence d'agréger de manière intelligente ça et d'avoir une vision assez long terme, parce que c'est des investissements qui sont en général assez importants, qui ne se font pas sur un mandat politique simple. Et un autre sujet, c'est qu'on parle beaucoup de smart city. Le livre blanc, c'est aussi des smart territoires. Et quand on voit les investissements qui sont nécessaires pour atteindre ces technologies et l'agrégation de ces technologies avec des partenaires, etc., on sent que l'attractivité des plus petites villes va être moindre s'ils ne s'y mettent pas. Et ça veut dire qu'au niveau des financements, il va falloir que la politique au niveau national puisse commencer à réfléchir pour pouvoir essayer de rééquilibrer en fait, ces différences qui risquent de se creuser dans le futur. On parle de fracture numérique dans la population, mais je pense que dans les villes, on ne la voit pas encore, mais ça risque d'ici dans les 10-15 prochaines années se creuser. Ouais. Si je peux rebondir, bien sûr. Effectivement, j'abonde dans ton sens. Et pour avoir une phrase de synthèse, les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, ça a été les années de l'ordinateur. Et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère qui est plus l'année du coordinateur, c'est de la coordination. Exactement. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est majeur. Et l'intelligence artificielle est un outil pour cette coordination. Parce qu'on n'est plus dans des approches pyramidales, on est dans des approches plutôt neuronales, avec des intelligences collaboratives. Ça ne peut pas marcher. Vu la complexité des systèmes, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas avoir un seul homme qui gouverne, on ne peut pas avoir un seul homme en haut de la ville qui va gouverner tout. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut cette intelligence collective. Et pour ça, effectivement, l'intelligence artificielle est un outil pour cette coordination. Peut-être continuer avec vous, Emmanuel François, sur les prérequis pour que tout cela fonctionne. On a vu déjà pas mal d'aspects, mais voilà, qu'est-ce qui, selon vous, seraient les prérequis essentiels Alors, les prérequis, c'est les sujets qui sont à la genèse de la SBA, de la Smart Building Alliance. C'est apporter cette confiance pour le citoyen, cette confiance pour les investisseurs, cette confiance pour les usagers. C'est fondamental. Et donc, il faut effectivement avoir des cadres de référence, des cadres de confiance numérique sur lesquels tous les acteurs vont pouvoir s'appuyer. Il faut un socle pour reconstruire le bâtiment, reconstruire la ville. Sans ça, ça ne marchera pas. Sans ça, on sera toujours dans le POC, on sera toujours en train de recréer quelque chose et ça ne pourra pas marcher. Donc effectivement, il faut cette confiance. Et donc aujourd'hui, la Smart Building Alliance est à l'origine de cadres de référence, ready to service, parce que, comme l'a dit Pierre, effectivement, le bâtiment est augmenté avec des services. Et c'est ce qui va contribuer à faire sa valeur. C'est fondamental cette histoire. C'est que ne croyez pas qu'effectivement les bâtiments d'hier qui avaient telle valeur, aujourd'hui ou demain, ils auront la même valeur. Parce qu'en fait, les usages ont changé. Et donc aujourd'hui, on va attendre de ces bâtiments de nouveaux usages, des usages multi-usages partagés. Et donc si vous avez des bâtiments figés, eh bien même s'ils sont très bien localisés, on n'en voudra pas. Parce qu'ils coûteront beaucoup plus cher que d'autres. Donc si vous voulez, il faut effectivement penser les bâtiments comme plateforme de services, multi-services. Et donc il faut ces cadres de référence, et c'est le cadre de référence Ready to Service, avec des déclinaisons servicielles, for space, for health, for mobility, for grid,
pour tous ces services qui sont attenants au bâtiment. Ensuite, au-delà de cette confiance, effectivement, il faut on a parlé de différents systèmes. Eh bien, il faut que ces systèmes se parlent. Il faut de l'interopérabilité. C'est fini les systèmes en silo. Ça ne peut plus marcher. Et ceux qui continuent d'avoir cette approche-là vont disparaître. Et en fait, ils sont nuisibles pour la société. Aujourd'hui, il faut avoir cette politique de l'open data, de l'ouverture. La richesse, la valeur, enfin la richesse, oui, la richesse n'est plus sur détenir quelque chose et se protéger. C'est sur le partage et c'est sur les services qu'on va aller chercher. C'est juste un nouveau modèle. C'est à 180 degrés des modèles précédents. Donc en fait, voilà, aujourd'hui, il faut aller vers cette ouverture des données, vers cette interopérabilité. Et c'est sur quoi également on travaille à la Smart Building Alliance. Et on a lancé récemment R2S Connect, c'est-à-dire la définition d'API, la description de ces API qui sont fondamentales. Alors vous allez me dire, c'est un mot barbare. Eh bien, regardez, Application Programming Interface. Mais si vous voulez, pour tout investisseur, aujourd'hui, si il est content d'avoir un bâtiment connecté, eh bien, posez-lui la question, est-ce que tu sais quelles sont les API? Comment ça s'interconnecte? Parce que c'est fondamental. Ça vient impacter, ça vient, je dirais, c'est à l'origine de la gouvernance de la donnée dont tu as parlé. Si on ne connaît pas ça, effectivement, on ne connaît pas toute la chaîne de valeur et comment tous les acteurs s'interfacent entre eux. Et donc, un jour ou l'autre, il y aura un souci parce qu'effectivement, on n'est pas à l'origine, à la maîtrise de cette API. Voilà, donc, vous voyez, mais on y est. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, tous les outils sont là. Maintenant, il faut bien l'organiser, bien le coordonner. Et c'est le rôle de nous tous autour de la table de le faire dans nos écosphères. Très bien, on va s'intéresser quelques minutes au modèle économique, vous en avez déjà un petit peu parlé. Béatrice Gage, quel type de nouveau modèle il faut imaginer pour, voilà, encore une fois, accompagner tout ce mouvement? Alors pour répondre à la question, mais aussi mettre en résonance ce qui a été déjà dit, je pense qu'on a évoqué le fait que, premièrement, l'immobilier apparaissait un peu comme un espèce d'acteur, on va dire, en retard. Alors que Pierre l'a souligné indirectement, l'immobilier, c'est quand même un actif très important dans les portefeuilles des institutionnels, au même titre que les Valmob. Et c'est un actif qui est encore plus prépondérant dans les portefeuilles des grands institutionnels. Donc il n'y a pas de raison qu'à un moment, il y ait des PropTech dont le développement soit moindre que celui des FinTech. Ça, c'est la première chose. Donc effectivement, il y a aussi ce qu'a évoqué Emmanuel, le fait que en France, on a un très bel écosystème. Il y a celui de Finance Innovation qui labellise ces PropTech. On essaie d'accompagner, mais il y a aussi la problématique du financement sur lesquels il faut quand même réfléchir pour faire que ces PropTech puissent se développer et puissent perdurer et ne puissent pas se faire absorber soit par des grands, parce qu'en général, du coup, elles perdent leur agilité, pour parler des acteurs français, ou alors, du coup, qu'elles plient bagages et partent, j'allais dire, sur une côte est ou ouest aux États-Unis ou ailleurs. Donc ça, c'est important, la problématique du financement. Il y a aussi une autre chose sur laquelle je voulais rebondir en parlant de nouveaux modèles, c'est que oui, effectivement, pour avoir des modèles économiques qui soient viables, il y a effectivement le fait d'avoir donc le financement en tant que tel, l'interopérabilité dont a parlé Emmanuel, et cette espèce de va-et-vient finalement entre l'usage et, j'allais dire, la technologie PropTech en tant que telle. Donc, évidemment, on a eu autour de modèles économiques le fait que qu'est-ce qu'il faut pour que la data soit à la fois une donnée qui soit ouverte, d'accord, qui soit libre, c'est ce qu'on avait dit, qu'elle soit totalement libre, mais il y a aussi la problématique que récolter de la data, ça a aussi un coût. Donc il faut réfléchir, je pense, du coup, de manière ouverte, en open innovation, pour trouver justement des nouveaux modèles et des nouveaux types de financement ou des financements de type alternatif pour que les modèles ou les modèles de PropTech qui soient proposés soient viables à moyen et long terme. Pierre Scheffler, un mot sur ces nouveaux types de modèles? Oui, on a regardé, on a beaucoup de modèles aujourd'hui, du plus simple qui fonctionne sur une base de consulting au temps passé, jusqu'au software as a service, jusqu'à
jusqu'au contrat de performance dans lequel la PropTech s'engage à un certain niveau de performance, quitte à partager ce qui est au-delà avec le client. Il faut bien voir quand même que dans le domaine de l'immobilier, comme dans le domaine du financier en général, le système en place est d'une efficacité redoutable. Dans le domaine du financier, de l'immobilier, les transactions, c'est en pourcentage des transactions. On peut se demander pourquoi. Pourquoi en pourcentage des transactions? La gestion, le gestionnaire immobilier se rémunère sur le pourcentage des actifs. Pourquoi diable? Pourquoi pas autant passer? Le système financier est construit sur un système de cost plus, c'est-à-dire que l'intermédiaire financier, il fait ses costs, il met plus, et puis après il dit voilà, c'est ça le prix. Alors, la PropTech, elle ne peut pas fonctionner comme ça. La PropTech, elle n'a pas cette position de place qui lui permet d'avoir ce levier opérationnel colossal. Elle doit donc apporter la preuve que son système améliore à la marge. Et dans ce cas-là, elle va pouvoir construire sa valeur ajoutée de plus en plus sur l'amélioration qu'elle apporte aux clients et progressivement passer d'un simple rôle de conseil à un rôle de coopérateur avec le client. Mais ce rôle-là, pour monter en gamme comme ça et pour obtenir une valorisation du milliard d'euros, enfin la licorne, ce n'est pas avec du conseil que vous allez y arriver. Hein. Il faut une coopération quelque part, partager des gains opérationnels quelque part. Et c'est ce chemin-là qui est suivi et que nous regardons à Finance Innovation avec attention, et on voit de plus en plus de PropTech qui sont capables de s'engager de ce côté-là. Voilà, donc c'est des modèles qui vont être gagnants. Mais le modèle historique est très puissant. Pourcentage de l'actif. Il fallait l'inventer celui-là. Très bien, merci. Dernier chapitre de cette table ronde sur les principaux défis rencontrés. On commence avec vous, peut-être Emmanuel François. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier, si je vous demande Alors déjà, je vais faire écho à Ronan sur les défis de société. Ouais. Effectivement, Ronan a parlé pas mal de défis. Moi, j'en ai identifié 6. Le premier, pour moi, je dis toujours le premier parce que je pense que c'est la base de tout, c'est démographique. Mais il y a aussi le défi sanitaire. On y est dedans. Mais ce n'est pas que la problématique actuelle, c'est aussi la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, la pollution de toute la chaîne alimentaire. On voit bien que ce défi sanitaire est gigantesque. C'est bien entendu le défi environnemental avec le réchauffement climatique. C'est le défi économique avec les disparités, notamment nord-sud, et puis la précarité qui est grandissante. C'est le défi également identitaire, la perte de repères, la perte de code. C'est enfin, et c'est ce qui nous attache aujourd'hui, le défi que j'appelle éthique, qui est en fait lié à la donnée, qui est lié à la liberté individuelle. Tous ces défis doivent être pris ensemble. S'attaquer à un seul défi ne répondra pas aux problèmes de société parce qu'on déséquilibrera d'autres. Ça a été le cas des gilets jaunes et je peux en prendre plein des exemples comme ça. Ce qui veut dire qu'on est contraint à avoir une approche globale, holistique. Enfin, effectivement, pour répondre à ces défis, on a le numérique qui est en fait une opportunité, pour autant qu'on sache l'utiliser à bon escient. Et là, effectivement, je dirais qu'il y a 3 défis. Il y a un défi où plutôt il faut que ce soit un numérique maîtrisé. Donc on maîtrise la donnée, la gouvernance de la donnée. Il faut que ce soit un numérique également sécurisé, avec la notion de cybersécurité. Et enfin, un numérique frugal. Parce qu'effectivement, si on va vers le numérique et derrière on contribue à accroître l'empreinte carbone, notre empreinte carbone, ça ne marche pas. Donc vous voyez, c'est ces 3 défis qu'il faut mener à bien. Et aujourd'hui, c'est des défis sur lesquels la SBA travaille. C'est les 3 défis fondamentaux de 2021, mais je pense que c'est les défis de 2021, mondial. Cybersécurité, gouvernance de la donnée, empreinte carbone du numérique. Et aujourd'hui, si je veux aller plus loin encore, le défi majeur, c'est cette gouvernance de la donnée. On en a parlé.
Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échéance, elle est très courte. Elle est pour moi dans les 3 années qui viennent. Et aujourd'hui, si vous voulez, je parle moi-même de gouvernance girondine de la donnée versus jacobine, c'est-à-dire top-down plutôt que bottom-up. Or, aujourd'hui, la tendance, c'est une gouvernance top-down. Les GAFA, les Chinois, nous-mêmes, si on voit aujourd'hui, je vous prends un exemple, mais je ne veux surtout pas attirer tout là-dessus. Prenez le Linky. Le Linky, quelque part, c'est une gouvernance jacobine de la donnée. La donnée remonte et ensuite on la récupère. Aujourd'hui, en fait, tous ces systèmes-là ne peuvent plus fonctionner parce qu'on doit être transversal, on ne peut plus être en silo. Et donc la donnée doit être récupérée localement, gérée localement, d'où les innovations technologiques comme le edge, comme l'intelligence embarquée, qui vont permettre cette gouvernance locale, cette gouvernance partagée, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, ce qui fait qu'on a pris effectivement des mesures jacobines. Eh bien aujourd'hui, il faut aller vers ces mesures girondines. Et c'est comme ça qu'on va avoir une adhésion collective, une adhésion du citoyen et de toutes les communautés, de toutes les parties prenantes. Vous voyez, pour moi, c'est des défis qui sont quand même conséquents. Et j'espère que nos politiques seront conscients de ces défis qui sont très court terme. Alors, il nous reste quelques minutes, Philippe Quirignard, peut-être sur cet aspect de gouvernance de la donnée que vous connaissez bien forcément. Alors déjà, je coche toutes les cases là. Ouais. Donc j'ai pas besoin de. Voilà, ça c'est fait, c'est bon. C'est difficile de rajouter des choses, mais si je me place là du côté plus microscopique, où je suis maire d'une ville ou d'un territoire, qu'est-ce que je fais? Je donne souvent l'exemple de la partie de la plateforme data de l'Île-de-France, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant à regarder. Et pour illustrer un propos qui m'a choqué, entre guillemets, pendant ce confinement, c'est que j'ai l'application de ma ville, qui est très bien d'ailleurs, mais c'est pas ma ville qui m'expliquait Philippe, à 300 mètres de chez toi, tu as un restaurant qui fait du click and collect. C'est quand je faisais une recherche sur Google, il me disait, tu as le restaurant là, qui est à 100 mètres de chez toi, qui fait du click and collect. On parlait de gouvernance de la donnée, de rôle. Alors, super. Mais je me dis que la ville aurait sûrement un rôle à jouer. Donc, on parlait d'agrégation de technologie, de coordinateur. Je reprendrai ça, ordinateur, coordinateur, je reprendrai. Ce rôle de coordinateur, quelque part, d'enabler de service, donc peut-être de facilitateur. Enfin, on voit tous les petits commerçants, là, tout d'un coup, ils se sont dit, il faut que je crée mon site web. Ah bah, quand on ne sait pas faire, créer un site web, c'était… voilà. Et j'ai vu qu'il y avait des villes qui se sont dit, bon, ben voilà, moi, je vais créer une espèce de rue virtuelle. C'est moi qui, finalement, va créer l'infrastructure numérique pour que les petits commerçants, ils n'aient plus rien à faire, ils aient juste à prendre leurs photos, etc. Donc, ça peut être une approche. En tout cas, il faut que les villes reprennent en charge les vraies data physiques, on va dire, et les aident. Après, pour la gouvernance de la donnée, alors chez Bouygues Télécom, effectivement, on a mis en place une gouvernance de la donnée locale. Il n'y a pas, donc moi j'ai en charge de la gouverner, c'est pour ça que je ne dis pas centrale, mais transverse. C'est très important, parce que nous, on édicte que des règles. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons la gouvernance, on édicte des règles. Et je pense que, justement, cette gouvernance, il doit y avoir des gouvernances locales. Chaque bâtiment doit gouverner ses données, dire voilà, ça, on a le droit de le sortir, ça, on n'a pas le droit de le sortir, ça, tel type d'acteur a le droit d'y accéder. Et je pense que si vous voulez creuser ça, parce qu'on n'a pas le temps là, mais c'est quelque chose d'absolument passionnant, vous allez voir le modèle estonien sur X-Road. C'est leur bus, en fait. Et pour moi, c'est un modèle extrêmement intéressant de gouvernance où la sécurité sociale, le DM, celui qui fait les plaques d'immatriculation, etc., sont complètement indépendants, responsables de la cybersécurité, etc. Par contre, il y a des règles communes qui sont faites par une gouvernance transverse. Et je pense que les villes doivent prendre ce rôle. Mais ce n'est pas un rôle facile. C'est un rôle où je ne sais même pas si, à part les très très grosses villes, sont conscientes qu'il faut… Je ne parle même pas de j'ai la compétence de ou je vais l'acquérir. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 3 à 4% des villes qui se disent il faut que je réfléchisse à ça. Je ne les connais pas bien, mais intuitivement, je me dis que… Non. Mais quelque part, c'est repenser la démocratie ou la République. Hein.
dans le sens En tout cas, étymologique du terme. En tout cas, au niveau de la gouvernance, on parlait de gouvernance politique, et il y a une nouvelle gouvernance qui arrive, et il faut que les villes s'y intéressent. C'est pour ça que depuis le début, je ressasse sans arrêt ces histoires de compétences, parce qu'il faut vraiment que les villes et les territoires montent en compétences. Merci. Nous arrivons déjà au terme de cette table ronde. Une dernière petite minute avec vous pour le mot de la fin. Ronan, allez-y. Oui, pour Oui. le défi, alors moi je dirais que c'est le défi de la libération. Libération des données, libération des usages, libération des énergies, libération des organisations. Dans un contexte où on voit bien on est un peu menacé de fermeture aussi. Et donc qui dit libération, ça veut dire aussi des personnes aux avant-postes qui avancent et qui ouvrent des frontières, peut-être des nouvelles frontières. Qui eût cru qu'on irait sur la Lune, pourtant on y a été. J'ai un ou deux exemples comme ça montrant que c'est possible et que parfois ça peut être difficile aussi. Quand on mène un projet immobilier, un projet de déménagement dans le secteur du conseil, c'est souvent un projet de transformation humaine très fort. Le deuxième exemple, c'est que lorsque vous voulez valoriser, partager vos données, il y a le bon vieux fichier Excel et on a un petit peu de mal, au-delà du discours, à partager ces données. Et on voit bien aussi dans le secteur immobilier, parfois c'est un petit peu le cas. Et puis le troisième exemple, très concret, aujourd'hui, nous sommes tous happés par nos activités, notre quotidien. On a des horaires par rapport au couvre-feu qui ne sont pas évidents. On a envie d'aller se faire vacciner. On est soumis à des contraintes non libérées d'organisation aussi de la vaccination. Voilà. Mais pour autant, je pense que l'important, c'est d'y croire et d'avancer. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser l'utopie. Merci beaucoup. Emmanuel François, petit mot de Petit conclusion. mot, c'est justement, je dirais, vous avez parlé d'une porte ou d'une ouverture. Simplement, me permet d'ouvrir une porte vers une nouvelle voie, puisqu'on est avec le pôle finance et innovation, on parle de finance, et de concert avec la direction du pôle de finance innovation, je voudrais lancer un nouveau mot qui est débutance. En fait, finance, ça vient de finis, terme. On arrive au terme. Et comment? En fait, tout se met sur ce terme. Eh bien, aujourd'hui, je dis, on est dans un nouveau monde. Il faut démarrer, comme tu l'as dit. Eh bien, comment on débute? Comment on débute et comment on associe toutes les parties prenantes à un projet? Comment elles vont contribuer à ce projet, que ce soit de manière numéraire ou une contribution de travail ou que sais-je? Et comment, en fait, toutes ces parties prenantes vont se rémunérer sur ce projet, sur les externalités positives, durant toute la vie du projet. Durant toute la vie du projet, c'est-à-dire pas sur la fin, mais sur la vie du projet. Et ça rejoint ce que tu disais sur les startups, c'est plutôt les PropTech, c'est-à-dire comment, effectivement, elles vont se nourrir de ces externalités positives qu'elles vont générer. Et donc, bien entendu, c'est sur des économies alternatives, sur des monnaies alternatives. On parle de tokens et non plus d'euros, de blockchain. Mais tout ça, si vous voulez, on est dessus, on est en train de démarrer. C'est ce que je souhaite qu'on puisse expérimenter. Et bien entendu, ça veut dire qu'il faut aussi des dérogations fiscales, juridiques. Mais pour moi, c'est comme ça qu'effectivement, on va penser le monde de demain vers la débutance pour une société meilleure, je le souhaite. Merci. Merci à tous les 5 d'avoir participé et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde.